Bienvenue à tous pour cette nouvelle session de Ludo Sodo. Je suis Met et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre ma partie de Midara. Je suis vraiment content de retourner à ce jeu qui fait partie de mes favoris. Et nous allons jouer aujourd'hui la suite de l'épisode précédent. Il n'y a pas eu de coupure entre les deux et nous allons jouer Rumble in the Dark, c'est-à-dire grondement dans l'obscurité. Vous tombez sur un autre animate qui vous regarde par-delà un gouffre. On dirait qu'il essaie de sauter de l'autre côté pour vous atteindre. Sur votre gauche, vous entendez un courant d'eau furieux qui se précipite dans une sorte d'aqueduc. En regardant les sculptures de pierre qui bordent le chemin, vous apercevez un loa d'eau qui les éclabousse pour s'amuser sans se rendre compte de votre présence. Vous apercevez un chemin qui mène plus profondément dans les cryptes, mais le chemin direct vers votre destination est coupé par des crevasses. Alors, vous avez ici sous les yeux le setup que nous propose cette mission, donc il est là sous vos yeux. Alors, rien de bien nouveau, on a effectivement un Water Loa, un loot bleu avec un loot ici caché. Ici, on a un point d'intérêt, on a deux animates, donc là, cette fois, on va devoir se battre contre ces deux ennemis qui sont quand même particulièrement résistants. Nous avons nos quatre personnages de départ, on a Rook, Zek, Rémi et Nightingale, et ils continuent avec les points de vie qu'ils avaient lors du chapitre, lors de l'épisode précédent, puisqu'il n'y a pas eu de phase de restauration entre les deux. Nous avons tiré aléatoirement ici la piste d'initiative, et on va regarder donc tout de suite quelles sont les conditions de fin. Eh bien, il faut que l'un de nos aventuriers termine, comme d'habitude, sur le jeton bleu, et lorsqu'on perd lorsque tous les aventuriers sont défaits. Ok. En termes de règles particulières pour cette rencontre, eh bien, il y a deux éléments. Un perilous walkway, c'est-à-dire un passage périlleux, et qui nous dit que lorsqu'une figurine termine son mouvement ou sort de la zone spéciale qu'il y a imprimée sur la tuile UM66, et la tuile UM66 c'est celle-ci, et donc le chemin dont on parle, c'est cette zone-là, entourée d'une ligne hachurée légèrement orangée. Eh bien, que se passe-t-il ? Eh bien, le personnage doit effectuer un test d'agilité de valeur 10. Eh bien, il lance son dé violet, il ajoute sa valeur d'agilité, et s'il fait 10 ou plus, il parvient donc à valider ce test. Et s'il le rate, eh bien, en tout cas, le terrain devient un terrain dangereux. On place une tuile, enfin un jeton de terrain dangereux dessus, et on sait qu'un terrain dangereux, eh bien, c'est les terrains avec ces points d'exclamation là. On les voit, il y en a de chaque côté. Ce sont des crevasses, et un personnage qui termine son mouvement là-dedans, eh bien, il est défait pour ce scénario. Nous avons ensuite les courants d'eau. Enfin, ils apparaissent. Et donc, ces courants, que je vais vous montrer tout de suite sur la map, eh bien, déplacent les figurines qui doivent subir les effets de terrain. Donc, le loa d'eau, lui, ne va pas le subir. Et les jetons loot d'une case à la fin du round considéré. Donc, en fait, les jetons loot, c'est à la fin de chaque round, donc une fois par round, et les personnages, c'est à la fin de leur activation. Eh bien, quel est ce courant ? C'est ici toute cette zone bleue. Vous avez un courant qui part d'ici et qui termine là-bas au niveau d'une sorte de chute d'eau. Et donc, un personnage qui termine son mouvement ici, il doit être porté d'une case vers la sortie. Maintenant que la présentation rapide du scénario est faite, eh bien, on va pouvoir commencer à proprement la partie. Et ici, sur la piste d'initiative, ce sont les animates qui vont s'activer en premier. Alors, pour mémoire, les animates, ils ont Chain of Perdition. C'est-à-dire que la première fois qu'ils attaquent dans un tour et qu'ils touchent avec cette attaque, eh bien, ils ont une following up qui leur permet d'effectuer une nouvelle attaque identique. Ok, très bien. Ensuite, ils ont Heavy Cleave. La première fois, à chaque tour que l'animate effectue une attaque contre un adversaire adjacent, eh bien, il va empower son attaque, c'est-à-dire qu'il va utiliser ici ce dé noir pour essayer de gagner des icônes et qu'il va ensuite dépenser dans ses capacités. Ok, très bien. Donc maintenant que les animates vont s'activer, on va le faire dans l'ordre et c'est en premier le rouge. Le premier, on va donc lire de haut en bas les différentes étapes qui sont proposées par sa fiche de personnage et on va effectuer celles qui sont valides. Est-ce que l'animate a des dégâts ? Eh bien non, donc on continue. Est-ce qu'il y a un adversaire qui est adjacent à l'animate que voici ? Non, il n'a aucun adversaire adjacent à lui. Est-ce qu'il a un adversaire dans sa sphère d'influence ? Je vous rappelle, la sphère d'influence,
c'est 4 cases que vous pouvez compter en diagonale et qui n'est simplement stoppé que par les terrains obstruants, donc les terrains avec des lignes rouges comme ici, donc 1, 2, 3 et 4. Non, il n'a pas d'ennemis dans sa sphère d'influence. On en arrive donc à la dernière étape. Est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer un opposant qui serait à range 4? Eh bien, on remarque que si l'animate se situe là ou là, il est bien à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 d'un personnage, donc il pourrait effectivement effectuer un mouvement pour attaquer. Alors, il est indiqué qu'il faut se déplacer vers l'adversaire le plus proche. À l'heure actuelle, il a 6 de mouvement, l'animate. S'il utilise ces 6 points de mouvement, il va se retrouver ici, il sera trop loin pour attaquer. Donc ici, l'animate, pour pouvoir se situer à range 4 d'un de mes deux personnages, il doit décider de sauter par-dessus ce gouffre. Donc il fait 1, 2 pour venir ici, mais avant de savoir s'il ne tombe pas dans le trou, eh bien, il doit effectuer un lancer avec ce dé, et s'il obtient un crâne, eh bien, il tombe dans le trou. Donc voyons voir ce qu'obtient l'animate. Et il obtient tout sauf le crâne, donc il parvient effectivement à sauter. Donc on a dit que ça faisait 1, 2 et puis 3. Il s'arrête ici, ok. Maintenant, il doit attaquer un de mes deux personnages et il va attaquer, comme c'est indiqué ici, le plus proche. 1, 2, 3, 4, on a dit 1, 2, 3, 4. Les deux sont à la même distance, donc il va attaquer Zek, qui se situe en premier sur le front d'initiative. Il va attaquer avec un dé vert et un dé orange, ok. Comme c'est aussi la première attaque, il va empower cette attaque, comme Heavy Cleave nous l'indique. Et s'il touche, il pourra effectuer de nouveau cette même attaque. C'est une attaque à distance, comme le petit symbole ici nous l'indique. Eh bien, Zek, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ici son Defensive Core pour effectuer, hop, en l'épuisant, un dodge. Donc, il va lui aussi essayer d'augmenter sa valeur de défense. Il lance ce dé noir et il obtient 3 boucliers. À l'heure actuelle, Zek, il a 9 plus 1, donc il est à 10 de défense rien qu'avec son équipement. Et avec les 3 boucliers qu'il vient de faire, il passe à 13 de défense. Ok, on va regarder maintenant ce que fait l'attaque de l'animate rouge. Et l'animate rouge fait 14, donc il réussit à être au-dessus de la valeur de défense de Zek. Donc voici le jet de dés de l'animate, on a dit qu'il faisait 14, donc il est déjà à plus 1 dégâts, ok. Maintenant, on sait que par paire, quand il associe un livre et un bouclier, il augmente les dégâts de 1, et s'il a une étoile, il rajoute 2 dégâts. À l'heure actuelle, nous avons une paire, 2 paires, 3 paires et 4 paires de livres et de boucliers ensemble, donc il rajoute 4 dégâts, ce qui fait 5 dégâts en tout. Zek va donc devoir subir 5 dégâts, il a 9 points de vie, ok, mais ici son armure nous indique qu'il a déjà effectivement une armure de 1, donc sur les 5 dégâts, il n'en subit que 4, et la compétence passive de son Badass Leather Jacket réduit de 2 les dégâts qu'il doit subir. Donc, il ne subit au final que 2 dégâts et il passe de 9 points de vie à 7 points de vie. Ok. L'animate a donc effectué sa première attaque, mais comme il a touché, eh bien, avec Chain of Perdition, il effectue de nouveau la même attaque et cette fois, Zek ne peut pas se défendre. Donc, il va subir de nouveau l'attaque de l'animate sans empower en revanche. Et il fait 8 et 4, ce qui fait 12. Donc, il est au-dessus de la valeur de défense de 10 de Zek. Il a donc déjà plus de dommages. Et il a 2 livres et 2 boucliers. Donc, il peut encore rajouter 2 dégâts, ce qui fait 4 dommages en tout. 3 puisque nous avons une armure de 1 pour Zek. Et on retire 2 grâce à son Badass Leather Jacket. Donc, il ne subit qu'un seul dégât et passe à 6 points de vie. Et ça commence à être déjà, dès le début de la partie, à être un peu tendu en termes de vie pour notre ami Zek qui est là. Ceci dit, l'animate rouge a terminé son activation. On va pouvoir activer l'animate violet. L'animate violet, lui, il est à l'autre bout de la map. Et on sait très bien qu'il n'a aucune de ces lignes de commande qui va être validée. Donc l'animate violet reste ici sans rien faire. Et on met fin ainsi à l'activation des animates numérotés de 1 à 2. Et c'est Zek qui va pouvoir prendre son tour. Alors comme on l'a vu, Zek, il a plus que 6 points de vie. Qu'est-ce qu'il a dans ses consommables? Est-ce qu'il a? Oui, il a ici de quoi se soigner de 3. Ok, une smoke bomb.
qui nous permet, lorsque on défausse cette carte, de ne pas provoquer une break attack jusqu'à la fin du tour. Ah tiens, j'ai oublié. Ici, il était sur un terrain gênant, Zek. Donc en fait, il y avait -1 à chaque fois. Ouais, il y avait -1 à chaque fois. Donc c'est pas grave, il touchait. Tant pis, j'avais qu'à m'en souvenir. Il faut absolument que j'arrive à me souvenir de ces terrains gênants qui diminuent le mouvement, certes, mais aussi les attaques, alors les vôtres, mais aussi ceux qui tentent de vous toucher. En tout cas, il a ici cette boîte qui contient un jus de vitalité et il va tout de suite dépenser cette carte, la défausser et se soigner de 3. Donc il revient à 9 points de vie et ce n'est pas du luxe. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, Zek? Pour l'instant, lui, il nous bloque la sortie et en plus, je serai pas en position de backstab. Ça va être vraiment compliqué. Ouais, pour l'instant, il va falloir l'attaquer comme ça. Je pense qu'on n'a pas bien le choix. Donc, ce qu'il va faire, il va ici dépenser un premier point d'endurance pour se déplacer. Il a une capacité de mouvement de 6, mais comme il est sur un terrain gênant, ça lui coûte 2 tout de suite. Donc, il fait 1, 2, 3 et 4, 5. Et il s'arrête ici pour être adjacent à cet animate rouge. Voilà pour sa première action. Et pour sa seconde action, il décide d'utiliser sa compétence Bladeworks. Donc ça lui permet ici d'épuiser cette carte et d'effectuer une attaque gratuite. Il va aussi dépenser un point d'endurance pour empower cette attaque. Alors il gagne une attaque avec 2 dés blancs. Ok. On sait quand même que le Qatar a une compétence passive qui lui permet de traverser une armure ennemie à hauteur de 2. Et pour mémoire, l'animate rouge a une armure de base de 3 et 18 points de vie. Il a 9 de défense, donc il faut faire au-dessus de 9 pour toucher, 9 ou plus. Ok, donc allons-y, on lance les dés. Et on obtient 7 et 3, 10, plus 4 livres pour Empower. Ok, alors qu'est-ce que ça fait? On sait que 7 et 3, on est au-dessus de 9. Donc déjà, on touche à hauteur de 1 pour faire des dégâts. Ensuite, on a une étoile. Notre arme nous dit que pour une étoile, on rajoute un autre dégât. Donc on fait 2 dégâts. Ensuite, par paire de boucliers, on rajoute aussi 2 dégâts. Donc on est à 4 dégâts. Et ça s'arrête là. On ne peut pas faire plus. Donc sur ces 4 dégâts, on a une armor piercing de 2. Ok, donc on a bien 3 dégâts qui passent et le dernier est arrêté par l'armure de l'animate. Donc cet animate rouge subit 3 dégâts sur l'attaque de Zek et il passe à 15 points de vie. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre, Zek? Il a peut-être pas grand-chose d'autre à faire. Eh bien, Zek va terminer ainsi son tour et il conserve donc un point de stamina pour le tour suivant et ainsi se termine donc l'activation de Zek et derrière c'est à Nightingale de s'activer. Alors Nightingale, là vous le voyez pas sur son écran, elle a aussi 9 points de vie, alors que normalement elle a 12 plus 3, 15, plus 2, 17 points de vie. Donc ce qu'elle va faire, Nightingale, elle aussi, elle va tout de suite utiliser cette potion, ce jus de vitalité, donc elle défausse cette carte pour regagner 3 points de vie et elle passe donc à 12 points de vie. Ok, donc qu'est-ce qu'elle fait, Nightingale? Elle aussi, elle va tenter d'attaquer et de faire le plus de mal possible. Elle a de mouvement 6 plus ici un pied, donc elle a 7 de mouvement. Et elle va donc utiliser ici son premier point d'endurance pour se déplacer. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour venir se placer juste ici. Ensuite, elle va utiliser Goreshot. Goreshot, c'est un sort de force 6, donc on va lancer sa valeur de casting, qui est un dé violet pour l'instant, et on va ajouter 6, et on verra ainsi la force du sort. Donc on épuise cette carte. Grâce à son talisman, elle empower obligatoirement chacun de ses sorts ou chacune de ses attaques d'ailleurs. Donc voyons voir ce qu'elle parvient à faire. Donc voilà le résultat de Nightingale sur son jet. Elle a donc 4 livres, chacun des livres ajoute 1 à la puissance de son sort, plus 1 ça fait 5, et le sort de base, Goreshot, a une puissance de 6, donc 6 et 5, 11. Et maintenant on va devoir regarder si l'animate parvient à esquiver ce sort. Il a une conviction de un dé orange et un dé vert. Ouais, d'ailleurs en fait la conviction, voici là donc les dés de conviction de l'animate, c'est un dé orange et un dé teal bleu quoi en gros, et je me suis trompé sur l'attaque précédente, c'était aussi une attaque avec un dé
teal et non pas un dé vert. Et les dés verts font un peu plus mal. Tant pis, ok, je vais m'en souvenir. Et l'animate obtient 6 et 3, ce qui fait 9. Donc, il rate ici son jet de défense contre l'attaque magique de Nightingale. Les attaques magiques ne peuvent pas être arrêtées par des armures. Donc, de base, ici, elle lui fait 2 dégâts magiques. Si elle-même décide de subir 2 dégâts, elle rajoute encore 2 fois son niveau le plus haut de Cruor. Bon, pour l'instant, elle a qu'un niveau 1. Donc, elle lui ferait 4 dégâts magiques. Non, on va garder ses points de vie. Elle va laisser simplement les 2 dégâts magiques. Et ici, on passe à 5 dégâts sur l'animate rouge. Donc, il lui reste 13 points de vie. Voilà donc pour l'attaque magique du Goreshot de Nightingale. Ensuite, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Il lui reste 2 points. Il lui reste 2 points. Ben, elle va tout simplement essayer d'attaquer, hein, encore. Elle va dépenser ses 2 points d'endurance qui lui reste pour attaquer avec sa longue épée et son talisman magique. Elle attaque avec un dé violet et un dé orange, puisqu'il y a ici le combo light et que le talisman magique est light. Donc c'est un dé blanc et donc c'est un dé violet et un dé orange, et automatiquement aussi empower à cause du talisman magique. Voyons voir ce qu'elle obtient. Et elle obtient 7 et 2, 9. Ok, voyons voir. Alors 9, on sait qu'on touche, puisque la valeur de défense de l'animate est de 9. Ok, bah très bien, on touche. Maintenant, voyons voir. On sait que chaque paire de livres fait un dégât magique. Donc on a 1, 2, on a 2 paires de livres, donc on sait déjà qu'on fait 2 dégâts magiques à cet animate et il ne peut pas les réduire. Ensuite, par paire de boucliers, on rajoute 2 dégâts physiques et par étoile, on rajoute aussi un dégât physique, mais on n'a pas d'étoile. Donc ici, on fait 2 dégâts magiques et 2 dégâts physiques. Les 2 dégâts physiques sont arrêtés par l'armure de 3 de l'animate rouge. En revanche, il subit bien les 2 dégâts magiques et passe donc à 7 points de dégâts. Il lui reste 11 points de vie. Et c'est ainsi que l'on termine l'activation de Nightingale qui n'a plus de points d'endurance. Ici, sur la piste d'initiative, on se rend compte que c'est à Rook de s'activer. Ok, alors Rook, lui, sans plus tarder, il va tout de suite utiliser sa compétence Mend. Je vous rappelle, cette compétence qu'il peut utiliser une seule fois par rencontre lui permet de gagner 2 jetons de heal. Donc, il utilise cette compétence tout de suite et récupère ces 2 jetons de heal. Ces jetons de heal vous permettent lui permet en fait de soigner un allié qui est dans sa sphère d'influence et de le soigner de 6 sans finalement sans utiliser de points de compétence. S'il le fait sur lui-même, en revanche, il utilise pas un point de compétence mais un point d'endurance, pardon. Ok, lui il a 11 points de vie, Rook, sachant qu'au départ il est censé en avoir 14 plus 2, donc 16. Ok, par contre il a 1, 2, 3, il a 3 d'armure. Ok pour Rook. Alors Rook, il est là. Il a un déplacement de 6 et il n'a plus de tag de mots-clés et vie sur lui, donc il se déplace bien de 6 cases. Et donc évidemment, ici, il va dépenser ce point d'endurance pour faire 1, 2, 3 et terminer à proximité adjacent à l'animate rouge. Et lui aussi va dépenser ses 2 derniers points d'endurance pour attaquer avec sa hache et son bouclier. Alors le bouclier, normalement c'est un dé violet pour attaquer, mais lorsqu'il est accompagné d'une arme d'une arme de mêlée telle que la hache, il devient avec un dé blanc, et la hache c'est déjà un dé blanc. En revanche, il n'a plus de points d'endurance pour empower son action. Tant pis pour nous, voyons voir ce qu'il fait. Je vous rappelle, l'animate a toujours 9 de défense et il obtient 3 et 2, 5. Il rate. Comme ici, sa hache nous indique qu'il peut épuiser cette carte après avoir résolu une attaque qui a loupé, qui a raté, eh bien on peut de nouveau effectuer une attaque. Donc ici, tac, il épuise cette carte et relance ses dés pour effectuer une nouvelle attaque. Et cette fois c'est mieux, oui c'est bien mieux, il fait 12. Voilà, donc là il fait 12, ça veut dire qu'il est déjà à plus 3 au-dessus de la valeur de défense de l'animate rouge. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme combo? Eh bien, pour chaque paire de boucliers, il rajoute 2 dégâts, et pour une étoile, il rajoute 1 dégât. Alors, à l'heure actuelle, nous avons 1, 2, 3, 4, nous avons 4 boucliers, donc nous rajoutons
4 dégâts. 4 plus 3, ça fait 7. Comme l'animate a une armure de 3, eh bien, il ne subit que 4 dégâts. Et de 7 points de dégâts, il passe à 11. Ce qui fait que l'animate rouge, il lui reste déjà plus que 7 points de vie. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, on l'a attaqué quand même 3 fois de suite. Quoi qu'il en soit, ici, eh bien, Rook termine son activation. Sur la piste d'initiative, on s'aperçoit que c'est au Waterloa de s'activer. Alors le Waterloa, il est là. Pour mémoire, quelles sont les capacités du Waterloa? Il a Arcane et Élusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Arcane, ça veut dire que lorsqu'on utilise des dés d'attaque contre lui, tous les symboles de ce dé d'attaque sont comme s'ils n'existaient pas. Et Élusive, c'est que les mouvements, quand il se déplace volontairement, il ne provoque pas de break attack. Ok. Et les Waterloa ne sont pas soumis non plus aux effets des terrains d'eau, donc au courant ou au mouvement diminué, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes sortir volontairement de l'eau. Et lorsqu'ils vous touchent, eh bien, vous placez une tuile d'eau sur la zone où vous êtes si vous avez été touché. Ok. Bon, le Waterloa. On va regarder les différentes lignes de commande. Est-ce qu'il a une figurine dans sa sphère d'influence? Non, ici il n'y a personne. Est-ce qu'il y a plus d'un opposant adjacent à lui? Non, il n'y en a pas non plus. Est-ce qu'il y a un opposant dans sa sphère d'influence? Toujours pas. Enfin, pour la dernière ligne de commande, on regarde, est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer un adversaire qui serait à range 6? Alors, le Waterloa a 6 de mouvement. S'il vient au plus proche, sans quitter l'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vient ici, voilà, et on doit regarder s'il a une ligne de vue jusqu'à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc déjà il a ces deux personnages-là, c'est sûr, et il peut tirer sur les deux. Est-ce que on nous indique? Ouais, il doit tirer sur le plus proche, et le plus proche, c'est Nightingale. Il a absolument une ligne de vue sur elle, sa ligne de vue ne traverse aucun terrain encombrant, donc il peut effectuer une attaque contre Nightingale. Il va attaquer avec 2 dés violets. En fait, il était censé attaquer parmi les 2 qui pouvaient toucher, il était censé attaquer celui qui a le moins d'armure. Rook, il a 3 d'armure et Nightingale n'a pas d'armure. Donc on s'est pas trompé, c'est bien Nightingale qui va subir cette attaque du Waterloa avec 2 dés. Et du coup, Nightingale, ici, elle va décider d'utiliser sa compétence Dodge pour elle aussi essayer de ne pas se faire toucher. Donc, qu'obtient-elle avec son dé d'Empower? Pouf, elle obtient une tête de mort. Donc, elle subit, enfin du moins, elle n'augmente pas sa défense, elle rate son Dodge. Donc, elle a 9 plus 1, elle a 10 de défense. Donc, maintenant que Nightingale vient de rater son Dodge, eh bien, le Waterloa va lancer 2 dés et savoir s'il touche ou pas. Il fait 1 et 2, donc effectivement, il rate complètement son attaque. Tant mieux, Nightingale ne subit pas de dégâts et nous ne plaçons pas sous elle une tuile d'eau si elle avait été touchée. Tant mieux. Ok, et on arrive à la fin de l'activation du Waterloa. On va poursuivre avec l'activation de Rémi. Rémi, elle est ici. Et à quelle distance est-elle de cet animate? 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous sommes parfaitement dans la distance de l'arc de Nightingale, puisqu'il a une distance de 6. Alors, si elle n'effectue pas d'action de mouvement, elle gagne plus 1 au toucher. Et en plus, si elle attaque un adversaire qui a fait des dégâts à un allié depuis la fin de son dernier tour, donc là c'est le cas, et elle rajoute 2 dégâts physiques. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Elle va donc utiliser ici ces 2 points de stamina pour attaquer avec un dé orange et un dé blanc sur l'animate. Et non, elle ne désire pas utiliser ce point d'endurance pour empower son attaque. Donc elle effectue l'attaque avec ces 2 dés là. Elle doit toucher sur 9 ou plus. Et elle obtient 4 et 3. Aïe, 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 aïe. 4 et 3 plus 1 parce que elle n'a pas bougé, ça fait 7. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour pouvoir toucher. Bon, tant pis. Il me reste 1 point d'endurance. Alors, on connaît sa compétence ici, Banished Knowledge, donc connaissance bannie. Elle peut, en épuisant cette carte et en dépensant 2 points d'endurance, faire gagner le jeton hâte, donc ça fait plus 1 point d'endurance à chaque début de tour.
à un personnage. Donc c'est elle, ça lui coûte 2 points d'endurance. Si elle le fait à un allié qui est dans sa sphère d'influence, ça ne lui coûte que 1. Le problème, c'est que Rémi, 1, 2, 3, 4. Ah si, elle a Rook, qui est dans sa sphère d'influence, toujours. 1, 2, 3 et 4. En fait, elle a même plusieurs personnes. Elle va utiliser ici, tac, pour 1 point d'endurance, elle va utiliser cette fameuse compétence que je viens de vous expliquer. Et elle va, 1, 2, 3 et 4, elle va donner hâte à Zek. Pourquoi à Zek? Parce que c'est lui qui a l'arme qui est la plus appropriée avec l'armor piercing pour tirer sur l'animate. Donc ici, Zek va recevoir le jeton hâte et à sa phase de statut, il gagnera donc un stamina point en plus. Voilà donc pour le jeton hâte que l'on place sur Zek. Ici, Rémi a terminé l'intégralité de ses actions, elle n'a plus de points d'endurance. Et si on regarde ici, on a terminé en fait le tour entier, il n'y a plus personne derrière Rémi. Donc on va reprendre ces cartes, les mélanger et les replacer pour savoir qui va jouer en premier. Donc je mélange hop ces cartes. Et allons-y pour la première. Allez, le premier c'est le Waterloa, suivi des Animate, ça c'est vraiment pas cool, suivi de Nightingale, de Rémi, de Rook et enfin de Zek. Voilà. Allez, on entame ce nouveau tour d'initiative avec l'activation du Waterloa. Le Waterloa est ici. Alors le Waterloa, on va regarder sa première ligne de commande. Est-ce qu'il a un personnage qui est dans sa sphère d'influence? Non, il n'en a pas. Est-ce qu'il a plus d'un opposant qui est adjacent à lui? Non, il n'en a pas. Est-ce qu'il a un opposant qui est dans sa sphère d'influence? 1, 2, 3 et 4? Non, toujours pas. Et est-ce qu'il peut se déplacer et faire une attaque à range 6? Eh bien, oui, il n'a pas besoin de se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, il est déjà à range 6 de Rook et de Nightingale, comme tout à l'heure. Et il va viser celui qui a la valeur d'armure la plus faible. Et c'est de nouveau Nightingale. Donc, ici, le Waterloa va utiliser 2 dés violets pour attaquer et Nightingale ne décide pas de réagir. Le Waterloa fait 6 et 1, 7. Donc pour l'instant, il ne touche pas Nightingale qui a 10 de défense. On sait que chaque bouquin du Waterloa ajoute plus 1 au lancer, donc il a 2 bouquins. Ça fait donc 6 plus 2 bouquins, 8 et 1, 9. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour toucher Nightingale et ainsi se termine l'activation du Waterloa. Et merci au Waterloa de ne pas être assez précis, ça permet à Nightingale de ne pas subir de dégâts. Ici ensuite on active les Animate numéro 1 et 2 et le premier à s'activer bien sûr c'est l'Animate rouge. Alors l'Animate rouge, première ligne de commande, est-ce qu'il a des dommages? Oui, il est à 11 points de dégâts, donc il va se soigner de 2 et repasse donc à 9 points de vie, ok, enfin à 9 dégâts, pardon. Il a donc 9 dégâts sur lui. Ensuite, on continue. Est-ce qu'il a un adversaire qui est adjacent à lui? Il en a même 3, en fait, pour tout dire. Donc, il va effectuer une attaque et on ne précise pas contre qui il attaque. Donc, il va choisir Nightingale, qui est le personnage qui se situe le plus en avant sur le front de l'initiative. Alors, Nightingale, elle a plus de points d'endurance pour effectuer du dodge. En revanche, elle a encore son shirt occulte, son t-shirt occulte, pour effectuer un dodge, on sait ce qu'elle va faire, et en plus, si elle réussit son dodge, eh bien, derrière, elle peut effectuer une contre-attaque. Donc, est-ce qu'elle va réussir à augmenter sa valeur de défense? On regarde ça tout de suite, et elle obtient 4 livres. Donc, non, elle n'augmente pas sa valeur de défense, elle est toujours à 10. Ok, l'Animate, lui, va attaquer, et cette fois, il attaque avec un dé orange et un dé bleu un peu teal, un peu comme ça, voilà. Et il attaque donc avec ces 2 dés-là, et il empower l'Animate, parce que c'est sa première attaque du tour. Donc ça sent moyennement bon pour Nightingale. Et il fait 10 piles. Il fait 10 piles, hein. Donc, en l'occurrence, il touche. Et non, en fait, encore une fois, il y a dans la compétence passive de l'occulte shirt de Nightingale, il y a quelque chose que j'oublie régulièrement, et là je viens de le relire. Lorsqu'elle effectue un dodge, eh bien si elle ne lance pas le crâne, elle ajoute plus 1 à son résultat. Donc elle n'a pas obtenu de crâne sur son lancer, elle a obtenu un livre. Ce qui fait qu'en fait elle est à 10 plus 1 grâce à cette carte, elle est donc à 11. Et on a vu qu'il avait fait 10 sur son lancer, l'Animate. Il n'a pas il ne peut pas utiliser les icônes pour augmenter sa valeur de toucher, donc il rate son attaque. Ça, c'est la première bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'il ne va pas effectuer une following up
qui lui permet de nouveau d'attaquer encore une fois Nightingale, et d'autant plus que grâce ici à son armure, eh bien Nightingale peut elle-même contre-attaquer. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va contre-attaquer avec son talisman magique qui lui octroie un dé violet et sa longsword qui lui octroie un dé orange. Le talisman magique lui permet aussi d'empower à chaque fois ses attaques. Donc allons-y, on va voir ce qu'elle fait. Et elle fait 8. Ah, malheureusement, c'est un peu trop court pour toucher, puisque l'animate a 9 en défense. En tout cas, même si elle n'a pas réussi sa contre-attaque, eh bien, elle coupe le following up de Chain of Perdition de l'animate. Il ne peut pas effectuer une seconde attaque sur Nightingale, puisqu'il n'a pas touché. Et on était ici. Est-ce qu'il y avait un adversaire adjacent à lui? Oui, il a fait son attaque. Et maintenant, il doit se déplacer de 2 cases. En s'éloignant le plus possible de la cible qu'il était en train d'attaquer, et ce mouvement ne provoque pas de break attack, donc il va faire 1 et 2 pour s'éloigner de Nightingale et termine ainsi son activation. Il nous reste l'animate violet à activer et on a vu qu'il avait aucune de ses chaînes de commande valide, donc il ne fait rien de plus et on peut tout de suite enchaîner avec l'activation de Nightingale. Ok, très bien. Donc, début du tour de Nightingale, elle n'a pas d'effet particulier à résoudre. En phase de statut non plus, donc on passe à la phase de rafraîchissement. Elle récupère ses 3 points d'endurance et elle redresse toutes ses cartes. Ça, c'est la première chose. Elle est à 11 points de vie. L'animate est bien dans sa sphère d'influence, donc sans plus de se poser de questions, elle va utiliser le Goreshot. Goreshot, c'est un sort de valeur 6, elle utilise un dé violet de casting et elle l'empower obligatoirement grâce au talisman magique et elle obtient 7 et 4 boucliers, donc les boucliers ne servent à rien, en revanche elle a 7, donc le sort a une force totale de 13. La conviction pour se défendre de l'animate, c'est un dé bleu et un dé orange, donc il faut qu'il fasse au moins 13 pour ne pas subir, et il fait 5, donc il rate sa défense sur le Goreshot de Nightingale, qui ne va toujours pas décider de prendre 2 points de dégâts, donc elle ne lui inflige que 2 dommages magiques, mais ça le fait passer à 11 dégâts, pardon. Donc de nouveau, il se retrouve avec 7 points de vie restants, cet animate, et ici Nightingale va pouvoir maintenant se déplacer, donc elle utilise un point de stamina, et elle, tac, se place juste devant l'animate, et puis elle décide, elle décide ici tout simplement d'utiliser ses 2 points d'endurance pour effectuer une attaque. Donc là aussi, elle attaque de nouveau avec un dé orange, un dé violet et un dé d'empower. Allons voir ce que ça fait. Elle obtient, c'est un très joli score, très joli score pour Nightingale. Donc si on regarde ici, 8 et 5, ça fait 13. 13 pour une défense de 9. On est déjà à 4 points au-dessus en toucher. Sur ces 4 points, on retire l'armure, donc il n'en reste plus qu'un, l'armure de l'animate. Donc pour l'instant, il subit 1 dégât. Ensuite, on a une paire de boucliers, ça fait passer à 3 dégâts. Une seconde paire de boucliers, ça fait passer à 5 dégâts. Une étoile qui rajoute un dégât magique ici, ça fait 6 dégâts. Et une paire de bouquins qui rajoute encore un dégât magique et une autre paire de bouquins qui rajoute un dégât magique. Donc en fait, on fait 8 dégâts. Et bien l'animate meurt puisqu'il n'avait plus que 7 points de vie. Il était à 11 dégâts pour 18 points de vie. Donc l'animate rouge meurt sous les coups d'attaque d'épée longue et de talisman magique de Nightingale, qui a fait vraiment un énorme shoot, un tir excellent, une attaque excellente. Donc on retire cet animate. Ok, bravo à Nightingale. Je disais que c'était Zeg qui était le mieux placé, mais quand elle se met à toucher avec ses dégâts magiques notamment, eh bien ça peut faire très mal. Comme elle a tué un monstre, eh bien elle peut looter une carte et elle obtient ici 6 d'argent. Eh bien elle a terminé son activation, elle n'a plus de points d'endurance, donc elle arrête et passe la main ici à Rémi. Alors Rémi, elle est là au fond. Pas d'effet particulier, elle redresse l'ensemble de ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Elle va dépenser un premier point d'endurance pour se déplacer. Et Rémi, elle a 6 plus 1, elle a 7 de déplacement. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle arrive ici. Ensuite, elle décide d'utiliser sa compétence qui permet, en dépensant 2 points d'endurance,
d'épuiser cette carte et de faire gagner à un allié dans sa sphère d'influence le jeton hâte. Mais comme elle désire le faire sur quelqu'un d'autre que elle-même, eh bien elle ne dépense qu'un seul point d'endurance. Tac, elle le fait et elle donne ce jeton hâte ici à Nightingale qui va récupérer donc le jeton hâte. Et sa prochaine phase de statut, elle aura un point d'endurance en plus. Eh bien Rémi décide d'arrêter ici son tour et elle passe la main à Rook. Alors Rook, il est là. Et le problème, c'est que tout le monde encombre le passage, mais bon, tant pis. Donc début du tour de Rook, il récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Il redresse l'ensemble de ses cartes. Ici, il a ses 2 jetons de soins. Ok, alors Rook, qu'est-ce qu'il a déjà en tant que consommable? Eh bien, il a là aussi de quoi soigner 2-3 points. Et ici, ça lui permet de gagner 1 point d'endurance. Ok, très bien. Hop, on le remet dans sa zone de consommable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Rook? Ben, il a 6 points de mouvement, hein. C'est tout. Donc, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il peut se placer devant, en fait. Ben, c'est ce qu'il va faire, hein. Il va dépenser 1 point d'endurance pour se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je vous rappelle que quand vous quittez une tuile, vous pouvez traverser un allié, mais quand vous quittez sa case, eh bien, cela vous coûte 2 points de mouvement. Et est-ce qu'il a envie de faire quelque chose d'autre? Bon, on sait que Rémi, elle a son maximum de points de vie. Lui, il est à 11 points de vie, alors que normalement, on a dit qu'il était censé être à 16. Bon, ok. Nightingale, il lui reste 12 points de vie. Bon, ok. Il y a que Zek qui est pas en grande forme, hein, qui n'a que 8 points de vie. Et à la base, il est censé en avoir 16 aussi. Bon, je pense que c'est ce qu'il va faire, en fait. Ici, il va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Effectivement, Zek est bien placé dans la sphère d'influence de Rook. Donc, Rook, il va dépenser un jeton, un point d'endurance, ici, pour soigner Zek, qui va revenir à 14 points de vie. Ceci dit, lorsqu'il utilise cette capacité sur quelqu'un d'autre que lui, eh bien, il récupère son point d'endurance. Donc, c'est comme s'il ne l'avait pas utilisé. Alors, ce qu'il va faire, eh bien, lui aussi, il va arrêter son tour ici. Comme ça, il va pouvoir commencer le tour suivant avec son maximum de points d'endurance. Ici, sur la piste d'initiative, on arrive à Zek, qui est le dernier à s'activer. Alors, début du tour de Zek. On sait qu'à sa phase de statut, puisqu'il a le statut hâte, justement, eh bien, il gagne 1 point de stamina en plus. Donc, hop, il le gagne. Ensuite, il a rien d'autre particulier à faire, donc il va redresser ses cartes et récupère 1, 2, et puis un 3e point d'endurance que voici. Voilà. Et il est là, Zek. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de faire sauter Zek au-dessus de tout ça, sachant que ici, il y a Rémi qui peut l'aider. Alors, l'agilité de Zek, elle est de 4. Comme il doit uniquement faire un saut de une case, eh bien, il doit passer un skill check d'agilité de valeur 10. Donc, ça veut dire qu'il va lancer un dé violet. Il va ajouter au dé violet son agilité et doit faire 10 ou plus. Et comme Rémi est adjacente à lui, elle pourra aussi ajouter sa force pour l'aider. Et Rémi, elle a malheureusement, si elle a 4 de force, c'est pas non plus complètement négligeable. Et bien c'est ce qu'il va faire ici. Il va dépenser 1 point d'endurance. Donc on a dit que ici il décidait de sauter par-dessus ce trou. Donc voilà, il a dépensé son point d'endurance pour faire un mouvement normal. Un trou, c'est 1 point de mouvement. Ok, très bien. Alors est-ce qu'il va passer? Il doit faire ici sur ce jet au moins 3. Pourquoi? Parce que 3 plus son agilité à lui qui est de 4, ça fait 7, plus la force de Rémi qui est adjacente à lui, qui a une force de 4, ça fait 11. Donc il est bien au-dessus de 10 avec ses 11 de valeur, et 10 étant, on avait dit, le niveau de difficulté de ce saut. Donc il a réussi à sauter, il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour ce mouvement. Il va même dépenser un autre point de stamina pour regagner de nouveau deux cases de déplacement. Et on sait que quand on arrive sur cette tuile, il faudra lire ce petit élément, l'encart. Ici, ça va se déclencher quand on rentre sur la tuile.
Voilà. Ici, est-ce qu'il a besoin de dépenser ce point d'endurance? Bon, au tour suivant, il va être rapidement à bloc, mais c'est pas grave. Et en fait, il va même en dépenser un autre, en fait, pour regagner de nouveau 2 points de mouvement. Et il va faire 1 et 2. On va dire que c'est lui qui va essayer d'encaisser les coups du Waterloa, probablement, à moins qu'il puisse se déplacer avant. En tout cas, il décide cette fois d'arrêter son activation et on a terminé l'intégralité du round en cours. On va de nouveau pouvoir récupérer toutes ces cartes d'initiative, puis les mélanger pour voir quel est ce nouvel ordre d'activation. Donc on les mélange. Allez, on y va. Le premier à s'activer, ça sera Rémi. Ensuite, ça sera l'Animate, puis Rook, puis Zek, puis Nightingale, et puis le Waterloa qui finalement ne jouera pas avant tout le monde. Je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre, mais ça peut être rigolo. On va voir tout de suite. Est-ce que Nightingale, elle a une ligne de vue sur lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a une ligne de vue et elle est même à portée avec son arc. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. C'est pas Nightingale, d'ailleurs, c'est Rémi. Ok. Bien, maintenant que nous avons défini un nouvel ordre d'initiative, eh bien, on va pouvoir commencer un nouveau tour et c'est Rémi qui est la première à s'activer sur le front d'initiative. Rémi, donc, elle est là. Rien de particulier à son début de tour, donc elle récupère 1, 2 et 3 points d'endurance et elle redresse ici sa compétence. Alors Rémi, on sait qu'elle a un arc qui peut viser jusqu'à 6 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle peut viser le Waterloa et en plus elle n'a pas bougé et elle décide de ne pas bouger ce tour-là, donc elle a +1 au toucher. Alors le Waterloa, est-ce qu'il a infligé des dommages à un allié depuis la fin du dernier tour de Rémi? Eh bien non, puisque il a raté son tir sur Nightingale. Donc ici, tac, elle dépense 2 points d'endurance pour attaquer avec un dé orange et un dé blanc. Le Waterloa, à l'heure actuelle, a 9 de défense. On sait qu'il est arcane, donc les symboles qu'il y a sur nos dés ne vont pas compter. Et on le fait 6. Bon, c'est raté pour cette attaque. Elle a complètement raté. Donc ce qu'elle va faire, elle va dépenser ses 2 derniers points d'endurance et épuiser cette carte pour elle-même gagner la compétence, enfin du moins l'effet bénéfique hâte, ce qui fait qu'elle gagnera 1 point d'endurance à chaque phase de statut. Voilà donc pour l'activation de Rémi. Ici, lorsqu'on regarde sur le front d'initiative, on voit que c'est à l'Animate de s'activer. À l'heure actuelle, on sait que l'Animate n'a aucune ligne de commande valide, donc il ne fait rien de plus et on peut ensuite enchaîner sur Rook. Rook se situe ici. Donc début de son tour, Rook, il n'a rien à redresser, il va juste récupérer 1, 2 et puis 3 points d'endurance. Il est donc à son maximum de stamina, d'endurance, et bien il va tout d'abord se déplacer. Il va utiliser d'abord un premier point d'endurance pour faire un mouvement de 6 cases. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et il décide d'en dépenser un second pour faire 8, c'est-à-dire 2 cases de plus. Et puis un autre encore, en fait, tac. Comme Rogue vient encore de gagner 2 points de mouvement en dépensant encore un point d'endurance, il fait 1, il en reste 1, sauf qu'en rentrant sur cette case, on sait qu'on doit révéler ce que cet objectif bleu veut nous indiquer. Allons-y. Il faut faire un test de présence de valeur 12. Si on le passe, on doit lire la section A. Si on le rate, on doit lire la section B. On sait que en termes de présence, eh bien, il a 4 Rook. Donc on va lancer un dé violet et ajouter 4 à la valeur obtenue. Allons-y, et il fait 3. 4 et 3, 7. Donc il rate son test. Donc nous allons lire la section B que voici. Au-delà de l'eau, vous pouvez voir qu'un autre Animate attend à côté d'un coffre. Un coffre qui semble être un vrai coffre à trésor. Ce coffre ne correspond pas à ceux que vous avez pu rencontrer durant le camp, le mast, ici. Et ce coffre contient probablement quelque chose avec une réelle valeur. Malheureusement, l'Animate n'est pas intimidé par vous. Il fait un horrible son, un mix entre un raclement et un crissement puissant, et charge vers nous avec des bruits de pas énormes qui font trembler la fondation de la plateforme sur laquelle on se tient. En voyant cette masse s'approcher, vous faites une pause intérieure et vous examinez quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous choisissez de la jouer sécure
et à ce moment-là on lit la partie section C, soit on charge nous-mêmes l'animate et on lit la section D. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est un peu tout seul et les autres ne sont pas encore arrivés. Bon, il a joué, ceci dit, l'animate. Non, ben on va la jouer sécurité parce que vraiment il est tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on décide de laisser l'animate venir à nous. On va placer l'animate à partir de la tuile UM66 sur n'importe quelle case non dangereuse qui est adjacente à nous et on peut continuer notre tour. Alors, la tuile 66, c'est celle-ci et il faut qu'on place ce personnage adjacent à nous. Et je pense que bien on va le placer ici. Ouais, on va le placer ici. Alors du coup, Rook qui avait encore un mouvement gratuit, eh bien, ne va pas l'utiliser parce que si il l'utilise, eh bien il provoque une break attack de cet animate et il ne veut pas. On va retirer l'objectif bleu puisqu'on l'a révélé. Ok. Eh bien, du coup, Rook va utiliser ses 2 derniers points d'endurance pour effectuer une attaque sur cet animate. Alors il va attaquer avec 2 dés blancs. Il n'a pas de point d'endurance pour Empower, c'est pas grave, allez, allons-y. Et la valeur de défense de l'animate est toujours de 9 actuellement. Et il fait 6. Donc en épuisant cette hache, il a le droit de relancer ses 2 dés, c'est-à-dire refaire une attaque, et il fait 7. Et de nouveau, il rate son attaque et termine ainsi son tour sans avoir effectué de dégâts à cet animate, qui s'est vraiment rapproché. Bon, bah quelque part, on n'aura peut-être pas à aller le chercher. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je peux pas dire. On va voir. En tout cas, ici, c'est à Zek de s'activer. Donc du coup, début d'activation de Zek. À sa phase de statut, il regagne 1 point d'endurance. Et puis à la phase de refresh, puisqu'il n'a pas d'autre effet particulier à faire, il en gagne 3 autres, mais il ne peut pas aller à 6, donc il reste à 5. Il est à son maximum de points d'action. Et Zek, il est là. Donc forcément, il va ici dépenser un premier point de mouvement. Alors, l'idéal, ça serait de se placer derrière lui pour pouvoir avoir le flanking et en plus la compétence backstab de son Qatar. Donc c'est ce qu'on va tenter avec ces 6 points de mouvement. Il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, pile. Voilà. Il peut faire pile ça. Seulement, il a un saut à effectuer. Donc il utilise ici un premier point de mouvement. Pour faire son saut, on sait qu'il a un test de compétence d'agilité à faire d'une valeur de 10, donc il doit faire 10 ou plus avec un dé violet à laquelle il va ajouter sa compétence d'agilité qui est de 4, mais comme il est aussi adjacent à Rook, Rook peut ajouter sa force pour l'aider à se propulser, et la force de Rook c'est 6. Donc voyons voir s'il parvient à faire son saut. Oui, je sais, je prends des risques, mais on va essayer quand même. Et il fait 3. 3 et 4 d'agilité, ça fait 7. 7 plus 6 qui est la force de Rook, eh bien il obtient 13, donc il est au-dessus de 10. Donc on a fait un premier point de mouvement, 2, 3, 4, il rentre dans l'eau, et donc pour sortir de cette case d'eau et approcher et aller à la prochaine, il doit dépenser ses 2 derniers points de mouvement que voici, et il est donc placé derrière l'animate. Il va pouvoir donc l'attaquer et il est en position de flanking. Donc en position de flanking, il a +1 au toucher et il a, grâce à sa compétence backstab, +3 dommages. Donc maintenant que Zek s'est placé dans une position idéale, on a vu, il va utiliser sa compétence Bladeworks pour effectuer une attaque gratuite à laquelle il ajoute un dé d'Empower en épuisant un jeton d'endurance et il attaque avec 2 dés blancs puisque de base le Qatar a un dé blanc et ici, grâce au combo light de sa short sword, donc il est bien light le Qatar, il a aussi un dé blanc. Allons-y, voyons voir ce que ça donne. Et il obtient 5 et 2, 7, plus 4 boucliers. Ok, ici, on sait que grâce à sa short sword, il peut l'épuiser pour relancer un de ses dés de combat. C'est ce qu'il va faire, donc il épuise, il va conserver le 5 ainsi que le dé noir, et il va relancer ce dé 2 en espérant faire bien mieux. Et il obtient 5, bah voilà, c'est mieux. Maintenant, regardons, suite au lancer qu'a obtenu Zek, comment dépenser nos points. Je vous rappelle que on a 5 et 5, 10 pour une défense de 9 pour l'animate, sauf qu'on rajoute 1, donc 11, grâce au fait que l'on soit en flanking. Donc déjà, on inflige 2 dégâts à l'animate. Ensuite, on a 1, 2, 3 paires de boucliers, et on sait que pour chaque paire de boucliers, on rajoute 2 dégâts physiques, ce qui fait qu'on est à 8 dégâts physiques au total, et la compétence backstab du Qatar nous rajoute 3 dégâts physiques. Donc en fait, on est à 11 dégâts physiques. Les livres ici ne peuvent pas être dépensés. L'animate, lui, il a
3 de défense. Mais là encore, la compétence passive du Cathare, c'est de faire armor piercing, donc de percer l'armure d'une valeur de 2. Donc au final, sur les 11 points de dégâts, on n'en retire qu'un, et l'animate subit 10 points de dégâts, et on peut dire que Zek a fait une énorme attaque. Donc l'animate violet passe de 18 points de vie à 8 points de vie en subissant ces 10 dégâts. Et on se dit qu'on est plutôt dans une bonne position. Donc là encore, en fait, Zek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher une nouvelle attaque en dépensant 2 points d'endurance, à laquelle il va, là encore, ajouter le dé d'Empower. Donc on attaque dans les mêmes conditions. Allons-y. Voilà, et ben là je pense qu'il va le one-shotter. On est avec 2 sets et des boucliers, très bien. Alors je retire ma piste de lancer de dés, très bien. Et on va là aussi regarder comment on les dépense. On est à 14 au toucher, plus 1, 15 pour 9. Donc on est déjà à 6 points de dégâts. Plus 1, 2, 3 paires de boucliers, ce qui fait 12 points de dégâts, plus le backstab, ça fait 16 points de dégâts. Bref, même en retirant un seul point d'armure, on fait suffisamment de dégâts pour tuer, one-shotter en fait, sur 2 attaques successives de Zek, on détruit cet animate violet, et ça fait vraiment du bien. On peut même retirer sa carte d'initiative puisqu'il n'y en a plus, et Zek a vraiment fait un rôle de DPS idéal, c'est super. Comme il a tué un animate, on peut ici piocher une carte loot, et il obtient 9 d'argent. Ok. J'ajoute donc cette carte à mon pool de cartes trésors déjà récupérées, et ça fait vraiment du bien d'être débarrassé en fait de cet animate, et quelque part c'est pas plus mal qu'il soit venu à nous. Là c'est la fin du tour de Zek, mais Zek termine son tour dans l'eau, et on sait que l'eau provoque un courant à la fin du tour du personnage qui termine sur ce courant d'une case hop vers cette sortie, vers cette cascade. Et on sait que si Zek d'aventure termine sur cette case, il est défait puisqu'il tombe dans une zone dangereuse. En fait, il chute de la cascade. Ici, si on regarde sur la piste d'initiative, on voit que c'est à Nightingale de s'activer. Donc, elle va prendre son tour. Nightingale, elle est là. Et début du tour de Nightingale, elle récupère un point de stamina grâce à Hast. Elle passe à sa phase de rafraîchissement. Donc, elle redresse ses cartes et récupère 1, 2, puis un 3e point d'endurance que voici. Oups, pas de valeur 3, de valeur 1. Et elle va donc pouvoir prendre son tour. Alors, est-ce qu'elle désire sauter par-dessus? Elle a combien d'agilité? Elle a 5 d'agilité. Et à côté d'elle, elle a ici Rémi qui a une force de 4. Bon, ça se tente alors. Elle dépense un premier point d'endurance pour faire un mouvement de 1 ici. Et elle doit d'abord effectuer un test pour sauter. Allez. Elle obtient 7. Bon, là, on est largement au-dessus de 10, parce que si on ajoute ne serait-ce que son agilité de 5, elle fait déjà 12. Donc, ok, elle réussit ce saut. Elle fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer à proximité de ce Water Loa. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Ici, tout de suite, tac, elle va utiliser son Gore Shot, son pouvoir magique. Donc là aussi, elle lance un dé violet augmenté Empower grâce à son magique talisman. On sait que ce sort a une force de 6, à laquelle on ajoute 1, ça fait 7, puis 2 livres, ça fait 8 et 9. Donc ça fait 9 de force. Maintenant, c'est au Waterloa de se défendre. Et pour se défendre, elle a un dé blanc et un dé bleu, teal. Ok, voyons voir ce qu'elle fait. Elle fait 6 et 3, 9. Donc elle égalise la puissance du sort de Nightingale, donc ne subit pas de dégâts. Bon, ok. Alors, ce qu'elle va faire, simplement, Nightingale, du coup, c'est qu'elle va dépenser 2 points d'endurance pour effectuer une attaque, et elle fait une attaque avec un dé orange et un dé violet. Ok. À laquelle, là encore, on est obligé d'empower. Donc, ça lui permet, en fait, de conserver ce point d'endurance. Allons-y. Et elle fait 12. Bon, on sait que le dé d'Empower ne va servir à rien, puisque comme le Waterloa est arcanique, eh bien les symboles qui sont sur les dés ne sont pas utilisés. Donc elle fait simplement 12. Le Waterloa a 9 de défense, donc on lui fait 3 points de dégâts, et c'est ainsi qu'on commence à entamer les 12 points de vie du Waterloa, qui passe à 9 points de vie. Ici, Nightingale décide d'arrêter son tour, et c'est justement au Waterloa de s'activer. Donc si on regarde dans l'ordre, eh bien le Waterloa, il va regarder s'il y a une figurine qui est dans sa sphère d'influence. Eh bien il en a même 3 en fait.
Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va enlever un effet négatif à un allié. Bon, il n'a pas d'allié. Du coup, il va enlever un effet positif à un adversaire qui est dans sa sphère d'influence. Et à l'heure actuelle, si on regarde, dans l'ordre d'initiative, c'est Rook qui est en premier. Rook n'a aucun effet bénéfique sur lui. C'est ensuite à Zek. Et Zek, lui, en revanche, il avait le jeton hâte sur lui. Donc, on retire l'effet hâte de Zek. Ok, on continue ensuite. Est-ce qu'il y a plus d'un adversaire adjacent à elle? Eh bien non, il n'y en a qu'un. Donc, on continue encore. Est-ce qu'il y a un adversaire adjacent dans sa sphère d'influence? Oui, là encore, il en a 3. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va invoquer un sort de force 6 en priorisant l'adversaire qui a la plus basse conviction. Donc, on regarde. Rook, pour l'instant, en termes de conviction, il a un dé blanc et un dé violet. Ok. Si on regarde ensuite Zek, il a 2 dés violets et Nightingale a elle aussi 2 dés violets. Donc ça se joue entre Zek et Nightingale. Et comme c'est Zek qui est le premier dans la piste d'initiative, eh bien c'est Zek qui va subir cette attaque. Ok. Donc elle a un dé d'invocation de pouvoir, un dé de sort, un dé blanc, la Waterloa. Donc elle va lancer ce dé et elle va ajouter 6. Elle obtient 2. Donc 6 et 2, ça fait 8. Voici la valeur de la force du Waterloa. Maintenant, c'est à Zek de répondre. On a vu que Zek avait 2 dés violets en conviction. Donc il doit faire au moins 8 pour ne pas subir. Oh là là, il fait double 1. Très très gros échec donc de la part de Zek. Et pourquoi gros échec? Parce qu'il fait la valeur la plus basse possible. Or, quels sont les dégâts qu'il va subir? Eh bien, c'est la différence entre la puissance du sort, donc on a dit 8, moins ce qu'il a réussi à faire, donc 2, ça fait 6, il doit prendre 6 dégâts, auxquels on rajoute 2, puisque c'est la carte qui l'indique, donc il doit prendre 8 dégâts magiques. Et les dégâts magiques ne sont pas arrêtés par les armures. Et là, Zek, il a 16 points de vie. Heureusement que précédemment, Rook lui avait redonné ses points de vie. Donc de 16 points de vie, il repasse à 8 points de vie à cause de cette attaque magique du Waterloa qui a fait extrêmement mal. Bon, en tout cas, on termine ici l'activation. On n'a rien d'autre à faire. Donc maintenant que le Waterloa, on a terminé le tour en cours, on récupère l'ensemble, l'intégralité de ces cartes d'initiative. On les remélange. Voilà, donc on les mélange de nouveau et attention, c'est parti, on va voir qui joue en premier. Et il s'agit de Rook, puis de Rémi, de Nightingale, de Zek et du Waterloa. Et encore une fois, on est plutôt chanceux que ce Waterloa joue en dernier. Allez, donc pour ce nouveau tour d'initiative, c'est à Rook de s'activer en premier. Rook est là et il va tout de suite récupérer ici ses 3 points d'endurance. Tac, il redresse cette carte et malheureusement, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser directement ce jeton de heal pour soigner Zek qui est dans sa sphère d'influence de 6 points de vie. Et donc Zek repasse de 8 à 14 points de vie. Donc ça, c'était la première chose pour notre ami Rook. Ensuite, il va se déplacer, évidemment, et il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il s'arrête ici. En s'arrêtant ici, il est donc à proximité et adjacent à ce Waterloa. Et il dépense ses 2 derniers points d'endurance pour attaquer. Il attaque avec 2 dés blancs. Le Waterloa a toujours 9 de défense. Allons-y. Et il obtient 6, donc il est obligé encore une fois d'épuiser sa carte. Décidément, il n'arrive pas à faire des touches aussi puissantes que Zek. Et il obtient 9, il touche donc 7 fois. En obtenant 9, pour l'instant, il ne fait aucun dégât puisqu'il est pile à la valeur de défense du Waterloa. Mais il a quand même 2 boucliers à dépenser. Et ici, on sait que la axe, pour 2 boucliers, elle rajoute 2 dégâts. Donc il fait uniquement 2 dégâts à ce Waterloa qui passe à 5 de dégâts pour un total de 12 points de vie. Donc il lui reste encore 7 points de vie. Et on arrive ici à la fin du tour de Rook qui lui aussi est dans le courant. Donc il est obligé de reculer d'une case à cause du courant. Et c'est à Rémi de s'activer. Rémi, elle est ici. Elle a le jeton hâte, donc au début de sa phase de statut, elle gagne 1 point d'endurance. Puis à la phase de rafraîchissement, tac, elle redresse ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Elle va tout de suite utiliser 2 points d'endurance pour utiliser
sa compétence de mouvement, mais avec le vol. Elle a plus que la moitié de ses points de vie, donc elle peut le faire, et elle va se déplacer de 7 cases. Elle a 6 de base, plus 1 grâce à son armure. Elle fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et même 7. Voilà. Et elle s'arrête là. Puis elle va ici utiliser tac, Banish Knowledge. Donc elle ne dépense qu'un point d'endurance parce qu'elle désire de nouveau redonner à Zek ce bonus de hâte. Donc Zek le récupère. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais bien que Zek puisse venir se déplacer ici derrière le Waterloa, le flanquer et là aussi avoir des bonus de dégâts. On arrive à la fin du tour de Rémi, donc elle passe ici la main à Nightingale et Nightingale se situe ici. Allez, début du tour de Nightingale, elle a aussi la hâte, donc elle récupère un point de stamina. Puis, lors de sa phase de rafraîchissement, elle récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Elle est à son maximum. Elle redresse ici ses cartes. Première chose qu'elle fait, elle utilise Goreshot, donc son sort, il y a une force de 6. On lui ajoute un lancer en power et un dé violet. Et elle fait, oh là là, pas terrible du tout, hein. Elle fait 1 plus un livre, donc elle fait un sort qui a une valeur de 6. Et on sait que le Waterloa a un dé blanc et un dé bleu, pour se défendre, donc il doit faire 8 ou plus, et il fait 10, donc il ne subit pas l'effet du sort de notre ami Nightingale, qui définitivement, il faut absolument que je puisse augmenter sa valeur de casting, parce que ce dé violet, il est pas terrible. Ok, donc ça nous a coûté rien du tout. Ici, on va dépenser deux endurances pour attaquer avec un dé orange et un dé violet. Et il est obligatoirement on power. Allons-y, voyons voir le résultat de cette attaque. 7 et 3, 10 et les livres, mais bon, on sait bien que les icônes ne servent à rien. Ok, donc elle fait ici 10, donc elle fait un seul et unique dégât à la Waterloa qui passe donc à 6 points de dégâts et qui arrive à la moitié de sa vie. Bon, il lui reste encore de quoi attaquer, donc elle réeffectue de nouveau la même attaque en espérant faire un petit peu plus mal. Et elle fait un petit peu plus mal puisqu'elle fait 12. Une fois de plus, on s'en fout des icônes que les dés ont, mais à 12, pour 9, on fait 3 dégâts de plus à ce Waterloa qui passe à 9 points de dégâts. Il lui reste plus que 3 points de vie. Ici, Nightingale décide d'arrêter son tour et elle va passer la main sur la piste d'initiative à Zek. Alors, phase de statut Zek, puisqu'il a de nouveau le bonus hâte, il récupère 1 point d'endurance et puis il en récupère 3 autres au moment de la phase de rafraîchissement. Il redresse ses cartes. Alors, Zek, il est là, il est dans l'eau. Donc déjà, Zek, première chose, il va dépenser un premier point d'endurance pour se déplacer. Il va faire 1, 2. Bah alors, Rémi, avec tes ailes là. Et donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va dépenser 2 autres points de mouvement pour en gagner 4 de plus. Donc il fait 1, 2, et en fait non, il avait besoin que d'en dépenser que 1, donc il en dépense que 1, et se retrouve là de nouveau dans l'eau, mais cette fois encore derrière la Waterloa, et donc il la flanque. Et ici, on va utiliser sa compétence Bladeworks pour attaquer. Donc pas besoin d'Empower puisque les icônes que nous obtenons pour moi ne sont pas utilisables. En revanche, il déclenche une attaque avec 2 dés blancs. Et on sait qu'il a plus 1 au toucher. Et il fait 4 et 2. Voilà, là, pas terrible. Donc ici, il épuise cette carte pour relancer le 2. Et il fait 4 et 4, donc 8 plus 1, 9. Mais, ah ben si, il fait 9. Et comme il est en backstab, ici, eh bien, il fait 3 dégâts au Waterloa grâce au fait qu'il soit en train de flanquer. Et du coup, c'est les 3 derniers points de vie qu'il restait à ce Waterloa qui meurt. Merci Zek, encore une fois. Voilà, c'était très 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 juste, mais tu as réussi à tuer cet ennemi. Donc on retire la carte d'initiative, ok. Et comme il vient de tuer un ennemi, eh bien, il a de nouveau la possibilité de tirer une carte de loot et il gagne 6 d'argent. Ok. Il termine son tour ou pas? De toute façon, il a bougé. Donc oui, il termine son tour, il lui reste 2 points d'endurance, c'est pas grave. Et comme il termine son tour, paf, le courant, ici, l'entraîne d'une case vers Rook. Alors juste à titre informatif, si Zek avait terminé son tour dans cette position, il aurait donc dû, avec le courant,
aller vers Rook, mais il ne pouvait pas. Donc il subissait autant de dégâts irréductibles que de cases pour laquelle il ne pouvait pas bouger. Donc là, il devait bouger que d'une seule case. Il n'aurait pas bougé, il aurait tapé dans Rook et il aurait perdu un point de vie. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et on arrive ici à la fin de l'initiative et on arrive ici à la fin de la piste d'initiative. On récupère toutes les cartes et on les remélange pour déterminer un nouvel ordre. Ok, voyons voir. Donc mélangeons ça. C'est parti. La première, c'est Rémi. La seconde, le second, c'est Zek. Puis Nightingale. Et enfin, Rook. Donc on va tout de suite activer Rémi. Et dans l'idée, Rémi, c'est la seule à pouvoir voler sans passer sur cette case-là qui risque de s'écrouler et d'aller looter ce coffre. Alors que les autres personnages, eux, doivent aller looter, si possible, ce coffre et surtout se rendre sur le jeton bleu Exit qui est là. Donc, ça tombe bien que Rémi joue en premier. Allez, début du tour de Rémi, elles sont à sa phase de statut, elle regagne un point d'endurance, puis à sa phase de rafraîchissement, elle redresse ses cartes et récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Elle est donc à son maximum de points d'endurance. Première chose, elle va ici taper cette carte, dépenser un point d'endurance et elle va de nouveau donner le jeton hâte, le bonus hâte, mais cette fois elle va le donner à Rook qui est bien dans sa sphère d'influence, donc qui était le dernier personnage à ne pas l'avoir. Puis Rémi dépense 2 points d'endurance pour utiliser sa compétence Avian Flight. Elle peut voler pour l'instant de 7 cases, donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dépensant ces 2 derniers points d'endurance pour ce mouvement de vol, elle gagne 4 cases de mouvement, donc elle fait 1, 2, 3 et 4, et termine son mouvement sans avoir dû se poser sur cette zone dangereuse. Elle termine ainsi son activation et c'est à Zek de s'activer. Donc là encore, début du tour de Zek, à sa phase de statut, il récupère 1 point d'endurance et puis ensuite à sa phase de rafraîchissement, il arrive à son maximum, il redresse l'intégralité de ses cartes et tout de suite, il désire se déplacer. Donc on sait que hop, on épuise 1 point d'endurance pour gagner un mouvement de 6 cases. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. S'il en dépense 3 autres, eh bien il fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc ici, il ne lui reste plus qu'un seul et unique point d'endurance, mais il termine hors de l'eau et surtout, il termine adjacent au loot bleu. Et du coup, il peut utiliser son dernier point d'endurance pour looter ce coffre bleu et on va voir tout de suite ce que ce coffre nous propose. Et ici, on découvre que nous gagnons 20 d'argent, mais qu'on doit faire apparaître un Waterloa dans l'eau sur la tuile UM50 à l'ouest. Ici, je vais noter que je gagne 20 d'argent, donc je vais passer à 145 et je vous informe que j'avais oublié de me créditer de 100 gold dans une partie précédente. Et je remercie d'ailleurs Franck de me l'avoir indiqué en regardant une de mes vidéos. Donc ici, on va passer à 145 de gold. En revanche, en découvrant ce coffre, on doit faire apparaître un Waterloa dans l'eau et à l'ouest de la tuile UM50. Et la tuile UM50, c'est cette tuile-ci. Donc il va apparaître ici sur cette case d'eau et on récupère donc un Waterloa qui a 12 points de vie. Ok. Zek a terminé son tour puisqu'il n'a plus de points d'endurance et il va passer la main à Nightingale. D'ailleurs, je me suis trompé. Ici, c'est pas comme ça que ça devrait être. C'est Rémi qui devrait être là et Nightingale qui devrait être ici. Pardon, bon, ça change pas grand-chose. Elles étaient quasiment sur les mêmes cases. Elles étaient adjacentes. Donc voilà, ça change vraiment pas grand-chose. Mais c'est quand même à Nightingale qui est là de s'activer. Ok, alors petite précision, petite correction même. Ici, quand Zek a looté le coffre qu'il y avait là, le coffre bleu, eh bien, il a fait apparaître la Waterloa. Et cette Waterloa, eh bien, ici, on doit lui faire tout de suite après Zek apparaître sa carte d'initiative, ce qui veut dire que ce n'est pas à Nightingale de s'activer tout de suite, mais c'est au Waterloa de s'activer. Alors donc, activons la Waterloa. Alors comme d'habitude, eh bien, on vérifie les lignes de commande une par une. Donc pour cette Waterloa, est-ce qu'il y a une figurine qui a un effet dans sa sphère d'influence? Non. Est-ce qu'il y a plus d'un adversaire adjacent à elle? Non, toujours pas. Est-ce qu'il y a un adversaire qui est dans sa sphère d'influence? Non plus. Est-ce qu'elle peut se déplacer et effectuer une attaque à range 6? Eh bien là, on va regarder. Elle a un mouvement de 6. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour la Waterloa, qui n'est pas évidemment pas soumis au même malus que nous lorsqu'elle se déplace dans l'eau, eh bien elle a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Elle a bien mes 3 personnages, Rook, Nightingale et Zek,
qui sont à portée de son attaque. Et du coup, ici, c'est écrit que elle va attaquer le personnage qui a la plus basse valeur d'armure. Ici, Rook à 3, Zek à 1, donc c'est évidemment Nightingale qui va subir. Et donc, elle attaque ici avec 2 dés violets. Oui, mais Nightingale, elle est sur la terre ferme, donc elle peut utiliser ici son defensive core pour tenter de dodger et d'améliorer sa défense. À l'heure actuelle, sa défense est de 10, à laquelle on ajoute 2 boucliers, ce qui fait 12. Et grâce à son t-shirt occulte, son armure, en fait, eh bien, on sait que quand on ne lance pas un crâne, on augmente encore de 1, donc elle est à 13 de défense. Ok, on va regarder ce que fait la Waterloa. Et la Waterloa fait 6, donc elle rate son action d'attaque et met ainsi fin à son activation. Et cette fois, on peut effectivement passer à Nightingale. Donc Nightingale, elle débute son tour, phase de statut, elle récupère 1 point d'endurance. Phase de rafraîchissement, elle redresse toutes ses cartes et puis récupère 3 points d'endurance. Donc Nightingale, elle est là. 1, 2, 3, 4. Bah, tout de suite, comme la Waterloa est dans sa sphère d'influence, elle va tenter le Gore Shot, c'est-à-dire son pouvoir magique. Son dé d'invocation est violet, à laquelle elle doit forcément ajouter ici le dé d'Empower. Et elle fait 6 et 2, 8, plus 2 livres, 10 de force pour ce pouvoir. Du coup, c'est à la Waterloa de tenter de se défendre avec sa conviction. Elle a un dé bleu et un dé blanc. Et donc, on a vu que la force du sort était de 8. Et elle fait 7 et 5, 11. Donc, elle rate son attaque, ou du moins, la Waterloa résiste à l'attaque magique de Nightingale et elle ne subit aucun dégât. Je vous rappelle, elle a pour l'instant son potentiel de vie maximum, c'est-à-dire 12 points. Alors, Nightingale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir se battre. Il faut venir se battre. Donc, elle va dépenser un premier point d'endurance qui lui fait gagner 7 points de mouvement. Donc, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, pour arriver ici, il me faudrait encore 4 points de mouvement. Donc, est-ce que j'ai envie de les dépenser? Ouais, j'ai envie de les dépenser, donc j'en dépense 2 autres, ce qui fait que j'arrive hop devant la Waterloa et je l'attaque ici avec un dé orange et un dé violet et évidemment le dé d'Empower ici, mais on sait que ça ne fonctionne pas et elle fait 4. Oh là là, là c'est une horrible attaque dans l'eau de la part de Nightingale et Nightingale termine ainsi son tour. Comme elle termine son tour dans l'eau, eh bien le courant entraîne Nightingale un cran en arrière, et comme ça fait sortir Nightingale d'une case adjacente au Waterloa, eh bien ce Waterloa effectue une break attack, c'est-à-dire une attaque gratuite, et elle attaque avec 2 dés violets. Donc on sait que Nightingale, elle a 10 de défense, par contre comme elle est dans l'eau, elle ne peut pas dodge. Et ici, le Waterloa fait 6 et 1, 7, plus 2 livres, ce qui fait 9 d'attaque. Les livres sont des icônes que la Waterloa peut dépenser pour augmenter son dé de touche, enfin son toucher de 1, donc 6 et 1, 7 plus 2, 9. Elle est quand même en dessous de la valeur de défense de Nightingale, qui ne subit pas de dégâts sur ce tour-là. On arrive ici à la fin de la piste d'activation et la piste d'initiative, et c'est à Rook de s'activer. Début du tour de Rook, il est lui aussi sous hâte. Donc il récupère un premier point d'endurance. Il rafraîchit ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Et il va en dépenser un, peut-être même un peu plus. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Allez. Donc il va en dépenser un second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour venir ici. Et il ne peut rien faire d'autre puisqu'il a des armes pour attaquer en mêlée. Donc il termine son tour et le courant le recule d'une case. Ok. On a terminé l'intégralité de la phase d'initiative, enfin de ce round en fait. On va remélanger toutes ces cartes et on va ainsi déterminer quel est le nouvel ordre du tour. Allons-y. Alors en premier, on a Nightingale, suivi de Zek, suivi de Rook, suivi de Rémi et la Waterloa va s'activer en dernier. Et on va essayer de profiter de ça. En tout cas, Nightingale ici s'active. Donc début du tour Nightingale, elle est dans sa phase de statut, comme elle a hâte, pouf, elle récupère ici un point d'endurance, puis phase de rafraîchissement, elle en récupère 3 autres. Ok, elle doit se déplacer pour être à proximité de la Waterloa, donc elle utilise un unique point de mouvement pour venir devant elle.
Elle ensuite utilise son Gore Shot. Alors le Gore Shot, c'est l'attaque magique qu'on doit lancer avec le dé de conviction et le dé d'Empower. Elle fait 6 et 6, 12, aucun livre, donc elle n'augmente pas la valeur, la puissance du sort. Et est-ce que la Waterloa va arriver à faire 12 ou plus pour ne pas subir de dégâts? Eh bien, c'était juste, mais 7 et 5, 11. Elle est juste en dessous de la puissance de ce sort. Et la Waterloa subit donc 2 dégâts pour passer à 10 points de vie. Et Nightingale ne décide pas de s'auto-infliger de dégâts pour rajouter 2 dégâts magiques au Waterloa parce que j'ai un peu peur de sa réaction. Si je ne la tue pas ce tour-là, elle peut faire très mal. On a déjà vu qu'elle pouvait vous infliger de nombreux points de dégâts quand vous ratez notamment une défense contre ses attaques magiques. Donc elle va rester comme ça. En revanche, Nightingale ici va utiliser ces 2 points d'endurance pour effectuer une attaque avec un dé violet et un dé orange. Et toujours ce fameux dé d'Empower qui ne sert à rien pour une attaque de mêlée contre elle. Et elle fait donc 6 et 5, 11. Et c'est donc pour une défense de 9 de la Waterloa qui subit 2 dégâts et passe à 4 de dégâts. Il ne reste plus que 8 points de vie. Ok. Du coup, ce qu'elle va faire, Nightingale, elle va ici utiliser Ambitious, qui est une capacité qu'elle peut utiliser une fois par rencontre. Quand elle utilise cette capacité, elle donne un point d'endurance à tous ses coéquipiers. Donc Rook gagne un point d'endurance, Rémi aussi et Zek aussi. En revanche, elle en gagne 2 et elle va tout de suite les dépenser pour effectuer une nouvelle attaque identique sur cette Waterloa. Et elle obtient, elle obtient 1 et 2, donc là, c'est un échec cuisant. Bon, elle termine ainsi son activation. Avec son dernier point d'endurance, elle ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, le courant la fait reculer d'un cran. Et là encore, eh bien, elle doit subir une break attack de la part de la Waterloa. Ok, donc allons-y. La Waterloa obtient 6 et 1, 7. Donc c'est en dessous, alors 6 et 1, 7 plus les 2 livres, donc ça fait 9, mais c'est en dessous de la valeur de défense de 10 de notre ami Nightingale qui ne subit pas de dégâts et qui ainsi termine son tour. C'est désormais à Zek de s'activer. Donc début de la phase de statut, il récupère 1 point d'endurance, puis il redresse ses cartes et récupère ses 3 points d'endurance. Il va tout de suite se déplacer, il a 6 de mouvement, il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour venir ici, et ça nous va très bien. Donc il épuise ici un premier point d'endurance, comme on l'a vu, pour terminer adjacent à cette Waterloa, et il utilise cette compétence pour attaquer une première fois gratuitement avec 2 dés blancs sur la Waterloa. Et il fait 4 et 4, 8, donc il rate cette attaque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici épuiser sa Short Sword pour relancer un de nos dés de combat. Donc on va garder un 4 et on obtient 3. Bon, ça rate. Ok, on va utiliser encore alors 2 nouveaux points d'endurance pour attaquer. Et on fait la même attaque. Et on fait 6, décidément, pour un personnage qui est censé nous faire des dégâts. Il a du mal. Bon, allez. Dernière attaque sur les 3, et il n'y en a pas une qui est passée. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Donc Zek finit son tour, il est repoussé d'un cran par le courant, et du coup déclenche une break attack de ce Waterloa. Donc elle fait 6 et 6, 12, plus les 4 livres, ce qui fait 16, pour une défense de 10 de la part de Zek. Donc pour l'instant, Zek doit subir 6 dégâts. Seulement, Zek, déjà, alors non, on ne pouvait pas dodge, mais on a dit quoi? Qu'il avait une armure, qu'il a une armure d'une valeur de 1, donc il doit subir que 5 dégâts. Et puis ici, on réduit encore de 2 grâce à ce Leather Jacket. Donc au final, il ne subit que 3 dégâts. Mais quand même, il passe de 14 points de vie à 11 points de vie. Et ça termine ainsi l'activation de Zek et la fameuse break attack qu'il vient de subir. Donc maintenant que Zek a effectué son activation, ici c'est à Rook de s'activer. Rook, il est là-bas. Début de son tour, il récupère grâce à hâte un point d'endurance. Il n'a rien à redresser et il récupère un autre point d'endurance lors de la phase de rafraîchissement. Il est à son maximum. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Rook? Pour venir ici taper, elle a que 4 points de dégâts. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ben on va faire ça. Hein. On va le faire venir ici. Donc, il faut qu'il dépense un premier point d'endurance pour avoir 6 points de mouvement. Et puis, 2 autres points d'endurance pour en avoir 10 en tout. Et se placer ici. Et puis même, en fait, tiens, hop, il va encore en utiliser un autre pour venir se placer là. Et il ne fait rien de plus. Il termine ainsi son tour. Et donc, eh bien, comme Rook vient de terminer son activation, on passe à Rémi. Alors, Rémi, ici, phase de statut, elle récupère 1 point d'endurance. Puis, phase de rafraîchissement, elle redresse ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Comme on l'a vu, Rémi, elle est adjacente ici à ce jeton loot. Donc, elle va utiliser un point d'endurance pour effectuer une interaction et récupérer ce jeton loot. Et elle récupère ici le coffre jaune. Donc, on va regarder sur le livre d'aventure à quoi correspond ce coffre jaune. Et on découvre une pile de trésors. Donc, on va gagner 10 gold et un consommable aléatoire. Ici, je viens de rajouter 10 gold dans ma réserve. Donc, je suis passé de 145 à 155 gold. OK. Et du coup, maintenant, on va ici utiliser les cartes consommables de niveau mundane pour en prendre une aléatoirement. Donc, je mélange ces cartes et, allez, une petite coupe et je prends celle du dessous. Et j'obtiens donc le Magic Ball qui nous dit que lorsque l'on défausse cette carte, eh bien, on peut enlever un effet à un allié qui est dans sa sphère d'influence. Alors, un allié, c'est aussi bien nous-mêmes que un autre allié. S'il y avait écrit another allié, à ce moment-là, c'était obligatoirement sur quelqu'un d'autre, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, Rémi, qui a déjà 2 consommables dans sa besace, peut récupérer ce Magic Ball et en avoir 3 actifs sur elle. Et du coup, comme Rémi, elle est un peu loin de l'action, eh bien, elle va ici dépenser 2 points d'endurance pour effectuer un mouvement en volant. Donc, on sait qu'elle a 7 de mouvement. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et eh bien, elle s'arrête là. Et enfin, elle va déclencher ici avec ses 2 derniers points d'endurance une attaque. Elle attaque avec un dé blanc et un dé orange à l'arc. Comme elle a bougé, elle n'a pas +1 au toucher et il ne me semble pas que la Waterloa a effectué des dégâts à quelqu'un. Donc on attaque ainsi. Et elle obtient 7 et 2, 9. Donc elle touche, c'est sûr, elle touche pile. Sauf que elle ne fait pas de dégâts puisqu'on n'utilise pas les icônes. Et termine ainsi son tour. C'est à la Waterloa maintenant de s'activer. Alors, la Waterloa, dans l'ordre, est-ce qu'il y a des figurines qui sont dans sa sphère d'influence avec des effets? Bah oui, en fait, tous. Et ils ont tous un effet positif, ils ont tous hâte, donc elle va enlever au premier personnage, c'est-à-dire à Nightingale, elle va lui retirer l'effet hâte. Voilà, donc Nightingale perd ce jeton. Et puis ensuite, elle va continuer. Est-ce qu'il y a plus d'un adversaire adjacent à elle? Bah en fait, il n'y en a aucun. Donc elle continue. Est-ce qu'il y a un adversaire dans sa sphère d'influence? Ben, on a vu, on a les 4. Donc là encore, elle va elle va utiliser son pouvoir magique, spell de force 6, et elle va viser le personnage qui a la moins bonne conviction. On a vu qu'il y avait que Rook qui avait une conviction améliorée. Du coup, elle peut cibler les 3 autres, et elle va là aussi cibler Nightingale, car c'est elle qui est la plus en avance sur la piste d'initiative. Donc quelle est la force du sort de la Waterloa? Eh bien, c'est 6 plus 3, ça fait 9. Maintenant, Nightingale va utiliser 2 dés violets, c'est sa valeur de conviction, pour se défendre. Et elle obtient 6 et 5, 11, donc elle ne subit pas de dégâts de la part de la Waterloa et de son sort magique. Ok, ça met ainsi fin au tour de la Waterloa et ça met fin à l'intégralité de ce tour. On peut donc remélanger encore une fois les cartes initiatives des personnages. Hop, et on détermine un nouveau tour. Et cette fois, c'est la Waterloa qui s'activera en premier, suivi de Nightingale, de Rémi, de Rook et de Zek. Ok. Eh bien, la Waterloa, comme d'habitude, elle va regarder si elle a des figurines qui sont dans sa sphère d'influence. Cette fois, encore une fois plutôt, elle a les 4. Elle va retirer un effet positif. Alors, normalement, dans l'ordre, ça aurait été Nightingale, mais ensuite vient Rémi, puisque Nightingale a déjà perdu son effet positif. Donc, Rémi, elle aussi, va perdre sa hâte. On lui retire donc ce jeton. Ok. Ensuite, on sait qu'elle va arriver à la ligne de commande qui lui permet d'effectuer un sort, et elle va effectuer son sort sur le personnage qui a la moins forte des convictions.
Et ben cette fois, c'est encore Nightingale qui va être la première. Elle va encore subir. Et donc ce sort, bien ça va être 6 plus un lancer de dés blanc, qui est le dé de casting. Donc 6 et 5, 11. Ah ouais, quand même. Et là, bien Nightingale doit se défendre avec sa conviction qui est de 2 dés violets. Il faut vraiment qu'elle fasse le plus haut possible. Et elle fait 7 et 3, donc 10. Alors, elle rate, effectivement, elle rate sa défense. Mais les dommages infligés, c'est 2 plus la différence entre la puissance du sort et l'échec. Et donc, elle prend 3 dégâts magiques, Nightingale, ce qui l'a fait passer de 12 points de vie à 9 points de vie. Et ça aurait pu être bien pire. Ok, donc elle a terminé son activation, la Waterloa. Hop, on remonte sa carte. Cette fois, de nouveau, Nightingale doit prendre la main. Alors au début de son tour, elle n'a plus ici de hâte, donc elle ne gagne pas de points d'endurance. Par contre, à la phase de rafraîchissement, elle redresse ses cartes et gagne 3 points d'endurance. Pour sa première action, elle va utiliser Goreshot. Elle désire faire une attaque magique sur la Waterloa. On y va. Oups. Elle obtient 2 et 1 livre, donc elle a une force de 9 pour ce sort. Et la Waterloa, elle va se défendre avec ces 2 dés-là, et elle fait 8. Ah, donc elle subit 2 dégâts magiques, ce qui va la faire passer à 6 dégâts, ok. Donc elle a la moitié de sa vie, la Waterloa. Et ensuite, Nightingale va dépenser un point d'endurance pour se déplacer. Elle va venir juste devant ce Waterloa, et elle va attaquer avec ses armes, donc un dé orange et un dé violet, plus le dé d'Empower, ok. Combien fait-elle? Et elle fait 12, c'est bien ça, 12, et bien ça inflige 3 dégâts, puisque la Waterloa a 9 de défense, et elle passe donc à 9 dégâts, cette Waterloa. Il ne lui reste plus que 3. Nightingale termine son tour, le courant la fait reculer, et de nouveau, elle va subir une break attack de la part de ce Waterloa qui est définitivement résistant. Et l'attaque est de 6 et 2, 8, plus 2 livres, ce qui fait 10, ok. 10, c'est la valeur de défense de Nightingale. Et malheureusement, ou heureusement pour nous en tout cas, aucun de ces symboles obtenus ne permet à la Waterloa d'augmenter les dégâts. Donc, Nightingale s'en sort bien et ne reçoit aucun dégât de cette attaque. On passe tout de suite à l'activation de Rémi. Même chose, Rémi, elle a plus hâte, donc elle ne gagne que 3 points d'endurance. Ok. Bah Rémi, Rémi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ici utiliser ces 2 jetons d'endurance pour attaquer avec son arc. Elle va avoir plus 1 au toucher parce qu'elle n'a pas bougé, et elle va avoir plus 2 dommages, parce que depuis son dernier tour, depuis la fin de son dernier tour, l'ennemi qu'elle vise a infligé des dégâts, au moins 1 dégât, et en l'occurrence a infligé des dégâts à Nightingale. Donc elle attaque avec un dé blanc et un dé orange, et on espère quand même qu'elle va toucher. 7 et 2, 9. 7 et 2, 9, plus 1 parce qu'elle ne s'est pas déplacée, donc elle fait 10. Ok, donc elle fait bien 1 dégât, plus les 2 positifs, donc elle fait 3 dégâts en tout à la Waterloa qui meurt, puisqu'il ne lui restait plus que 3 points de vie. Impeccable, bien joué Rémi. Donc hop, on retire la Waterloa, on retire sa carte d'initiative, et surtout on tire une carte du deck trésor pour Rémi, et Rémi obtient 8 d'argent. Ok. Et Rémi, il lui reste 1 point d'endurance. Il lui reste 1 point d'endurance. Ce qu'elle va faire, allez, hop, elle va le dépenser pour que Nightingale, qui est dans sa sphère d'influence, récupère, de nouveau, ce fameux jeton hâte. Donc, hop, Nightingale a de nouveau hâte. Et on termine Rémi, on va passer à Rook. Rook s'active, Rook, il est là. Donc lui, Rook, il a encore le statut hâte. Donc il gagne 1 point d'endurance, et à la phase de rafraîchissement, il en gagne 3. Et là, le but du jeu, ça va être d'aller le plus vite possible à la sortie. Donc il va dépenser, je pense, peut-être même l'intégralité de ses points en fait. Là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc potentiellement, il a 14 points de mouvement. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il est adjacent à ce jeton exit. Sauf que, il faut être dessus, il me semble, pour terminer. Ouais, c'est ça, il faut être dessus. Bon.
Eh ben tant pis, ok, et on va pouvoir activer Zek. Allez, début du tour de Zek, il a 1 pour se hâte, il rafraîchit ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Lui aussi va se déplacer, donc il fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas le choix, et il termine son mouvement dans l'eau, ce qui fait qu'il recule encore d'une case. Bon, ici, on a terminé l'activation de tous nos personnages, on a 4 cartes, on les remélange, alors, bah ouais, on sait qu'on va y arriver, hein, on perd un tour en gros là, c'est pas grave, allons-y, hop, alors le premier c'est Zek, puis c'est Rook, puis c'est Nightingale, puis c'est Rémi, ok, très bien. On revient donc à Zek. Zek ici va gagner un jeton d'endurance pour sa hâte, puis il va en gagner 3 pour la phase de rafraîchissement, et il va en dépenser 1 pour faire 6 de mouvement. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 et termine ici sur ce jeton bleu, et il met ainsi fin à cette partie, ce scénario, ce chapitre Rumble in the Dark. Et du coup, eh bien, on doit découvrir ce que nous avons en récompense. Et pour la fin de ce scénario, il s'agit de chaque membre de notre groupe gagne 1 point d'expérience. Ça, c'est excellent. Et ensuite, eh bien, on doit continuer à Into the Gloom, page 36. Et donc voilà, eh bien, mes personnages qui étaient à tous 3 points d'expérience viennent de gagner chacun 1 point d'expérience. Donc on passe à 4 XP. Et normalement, à partir du 5e point d'expérience, on pourra racheter une nouvelle compétence, une nouvelle discipline, en fait, de niveau 1. Et donc on a lu ici les récompenses et on sait qu'il faut aller à Into the Gloom, mais par contre on n'a pas de Restore Adventurer, on ne restaure pas nos aventuriers, donc ils restent exactement dans l'état où ils sont. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre avec Into the Gloom, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.